Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. Pour des problèmes techniques, on n'était pas là depuis quelques semaines. Là, va essayer de reprendre les activités et de vous présenter assez régulièrement une émission en fonction des possibilités et des urgences aussi du moment. Cette semaine, mon attention a été retenue par deux articles. La première est un article de Patricia Camillien, que vous connaissez probablement, et qui est une blogueuse qui écrit dans les journaux et qui écrit sur son propre site, La loi de ma bouche. Mon attention a été attirée par la minutie du travail qu'elle a réalisé concernant ce qui était d'abord une rumeur et qui est devenu ensuite une information confirmée que Pierre-Réginald Boulos a été arrêté par l'agence américaine de l'immigration ICE. À tout le moins, c'est ce que les réseaux sociaux, de WhatsApp à Twitter, en passant par Facebook et TikTok, ont essayé de faire entendre, nous dit Patricia Camillien. Évidemment, la nouvelle était devenue virale sur toutes les plateformes et on cherchait la confirmation de cette information parce qu'au début, c'était très flou. Il n'y avait rien, dit Patricia, dans les archives de l'ICE, rien sur le site du Bureau fédéral des prisons, rien dans PACER, le système de suivi des dossiers judiciaires américains, rien dans le Federal Register où sont listées les personnes ayant renoncé à leur citoyenneté. Aucun média étranger n'en parle, nous dit Patricia Camillien, aucun média haïtien crédible non plus, enfin, aucun jusqu'à samedi soir, où un très court article du Nouvelliste, sans rien confirmer officiellement, a relayé une rumeur désormais légitimée par le prestige du journal Le Nouvelliste. Alors, euh, Patricia souligne le fait que, même dans le Nouvelliste, l'article a mentionné à la fois l'arrestation et la perte de nationalité sans fournir le moindre élément vérifiable, hormis ce qu'auraient confié au journal des sources proches du dossier. Depuis le 17 juillet, la nouvelle, une exclusive de médias en ligne ouvertement partisans, est relayée via WhatsApp, Twitter, TikTok et YouTube. D'abord, on a eu droit à une capture d'écran d'un fichier ICE indiquant que certains Pierre Réginald d'origine haïtienne auraient été arrêtés, mais c'était un peu léger. La naissance de Boulos à New York est un fait trop connu, trop facile à vérifier. Google le dit, Wikipédia aussi, dès la première recherche, souligne Patricia Camillien. Il a donc fallu adapter le récit, reconnaître que Boulos est bien né aux États-Unis, mais que, heureuse coïncidence, il aurait renoncé à sa citoyenneté américaine il y a 6 ans, c'est-à-dire pile au moment où il fondait son parti politique MTV. Il ne restait plus qu'à inventer un motif plausible d'arrestation. Selon la boîte à rumeurs qui vous la transmet, ce serait soit un problème de carte de résidence, soit un dossier TPS mal rempli, soit une incohérence administrative quelconque, dit Patricia Camillien. Bref, une infraction d'étrangers. Surtout pas d'Américains, surtout pas de privilégiés, juste le bon docteur, un familier du blog et un retraité autoproclamé de la politique qui, retraite oblige, ne fait aucun effort pour réfuter ou clarifier la rumeur, comme s'il laissait volontairement le récit faire son chemin, nous dit Patricia Camillien dans La loi de ma bouche. Avant l'article du Nouvelliste, les seules mentions venaient de comptes militants haïtiens et de sites ouvertement biaisés. La rumeur d'arrestation n'ayant visiblement jamais été conçue pour résister à une vérification, même superficielle, mais conçue pour circuler à un moment clé du calendrier politique haïtien qui, pour être imprévisible, n'en reste pas moins tendu.
L'année 2025 est réputée être une année électorale. Même s'il ne semble guère y avoir de progrès sur ce front, le Conseil présidentiel de transition est toujours censé remettre le pouvoir le 7 février 2026 à un président issu d'élections générales. Des factions s'organisent. Et dans un tel contexte, les manœuvres symboliques sont un excellent moyen de se repositionner. Cette rumeur d'arrestation cadre Réginald Boulos comme non-américain. Elle suggère en déguis une hostilité des États-Unis, un filon utile à exploiter dans un registre nationaliste. Si c'était un pari stratégique, il ressemblerait exactement à ceci, nous dit Mme Camillia. Une histoire trouble d'exclusion par les États-Unis, aucune trace documentaire vérifiable, un bénéfice politique immédiat en Haïti pour 2025-2026 et suffisamment de flou pour permettre le déni si nécessaire. Patricia Camillien dit, et je cite, si j'étais du genre à croire au complot, je dirais que quelqu'un a déplacé un pion en espérant qu'on le prenne pour un fou. Mais restons un peu plus longtemps avec l'hypothèse de la renonciation. Boulos aurait renoncé à sa citoyenneté américaine en 2019. Ne vous contentez pas de lire, vérifiez par vous-même, nous dit l'auteur, l'autrice. Si vous consultez les listes d'expatriation publiées par le Federal Register pour les années 2019 à 2025, vous n'y trouverez ni Réginald Boulos, Pierre Boulos, Réginald Pierre Boulos, son nom n'y figure pas. Et pourtant, selon la loi américaine 26 USC 6039G, toute renonciation doit être publiée, sauf cas extrêmement rares liés à la sécurité nationale. Certes, il est vrai que Boulos a longtemps été un interlocuteur apprécié des États-Unis, dit Patricia Camillia. Dans les câbles diplomatiques révélés par Wikileaks, il est présenté comme un interlocuteur clé de l'ambassade américaine, un acteur économique majeur et une figure centrale dans les transitions politiques en Haïti, notamment lors du départ d'Aristide et sous Préval. Dans le câble 05 PORTO 1237, daté de 2005, il est décrit comme un partenaire fiable pour promouvoir la politique économique américaine en Haïti, notamment les réformes de libéralisation et comme un architecte d'alliance civile post-Aristide. Le câble 09 PORTAU 173, daté de 2009, le décrit comme une figure influente dans la Chambre de commerce et dans les tentatives de gestion du consensus politique sous Préval. Serait suffisant pour le classer parmi les rares individus dont la renonciation serait gardée secrète pour raison d'État. En 2019, Boulos fonde le mouvement Troisième Voie, MTV, ostensiblement en vue de se présenter à l'élection présidentielle. Or, selon l'article 135 de la Constitution haïtienne, un candidat à la présidence doit être haïtien d'origine, n'avoir jamais renoncé à sa nationalité haïtienne et ne posséder aucune autre nationalité au moment du dépôt de sa candidature. Une renonciation publique, en sus des exigences de la loi américaine, aurait renforcé son récit politique, celui d'un homme prêt à abandonner ses privilèges pour servir son pays. La logique politique de 2019 exigeait la publicité, non la discrétion, d'autant qu'il y a bien un Boulos dans le Federal Register. L'ancien sénateur Rudolph-Henri Boulos, officiellement listé le 27 octobre 2015 comme ayant choisi de s'expatrier. Rudolph-Henri Boulos, le frère de Réginald Boulos, que je peux ajouter. Plus loin, Patricia Camillien souligne l'hypothèse la plus simple et la plus cohérente. Il n'y a pas eu de renonciation. Le récit actuel en est le substitut narratif. Dans ce récit, M. Pierre-Réginald Boulos aurait été arrêté pour une histoire de TPS ou de carte de résidence. Le nouvelliste, plus prudent, évoque simplement une question d'immigration. Sans doute parce que les sources proches du dossier ont fini par réaliser que le diable se cache dans les détails. Plus on en donne, plus on risque d'être démasqué. Évidemment, un citoyen américain de naissance n'a besoin ni de TPS, ni de carte verte,
et ne peut pas être arrêté par ICE pour des raisons liées à son statut migratoire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le locator, l'outil de recherche sur le site de l'agence, ne propose même pas United States of America dans la liste des pays de naissance. Il est tout simplement inutile de chercher des ressortissants américains dans une base de données réservée aux étrangers. Toute recherche pour Boulos y est donc par définition impossible. Si arrestation il y a effectivement eu, elle ne peut pas être fondée sur des motifs migratoires. Et si arrestation il n'y a pas eu, alors quelqu'un tient vraiment à ce que nous le croyons. Pourquoi? Probablement parce qu'une arrestation par ICE, même inventée, envoie un message limpide. Les États-Unis ne me considèrent plus comme l'un des leurs. Pas besoin de certificat de perte de nationalité, pas besoin d'apparaître dans le Federal Register, même pas besoin d'un dossier public sur le site de ICE. La rumeur suffit. Et voilà Boulos, désaméricanisé, percuté par l'Amérique, et de façon fondamentale, haïtien, rien qu'haïtien, donc éligible. La stratégie n'est pas sans précédent. Michel Martelly, voire même Laurent Lamotte, rappellent Patricia Camillien dans La loi de Mamouche, viennent à l'esprit, mais ce genre de manœuvre dépasse Haïti. C'est Bachar el-Assad en Syrie, formé à Londres, Marc Ravalomanan à Madagascar, rentré au pays après des années de formation et de soutien économique à l'étranger, Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, passé par Paris et soutenu par la France au début de son mandat. En Inde, Manmohan Singh, formé à Oxford et Cambridge, a été rappelé pour restaurer la crédibilité économique. En Libye, Mahmoud Djibril, formé aux États-Unis, a été propulsé après la chute de Kadhafi. En Irak, Hamad Shalabi, exilé de longue date à Washington, a joué un rôle clé dans l'après Saddam Hussein. De nombreux pays du Sud, des figures politiques reviennent au pays, après avoir vécu ou été formés à l'étranger, avec l'appui plus ou moins discret de puissances occidentales pour incarner le retour à la stabilité, ou ce qui en tient lieu. L'on pourrait être tenté, dit Patricia Camillien, d'imaginer les États-Unis se préparant à nous offrir un président natif natal, né à New York. Après avoir soutenu des dynamiques qui ont ruiné ce pays, ils pourraient aujourd'hui miser sur un homme qu'ils connaissent, qu'ils ont soutenu et qu'ils n'ont jamais eu besoin de combattre. Mais je ne suis pas du genre à croire aux théories complotistes, termine de manière ironique Patricia Camillien. Deuxième article qui retient mon attention cette semaine est paru dans le Nouvelliste du 23 juillet 2025. Quand quelques familles contrôlent l'économie haïtienne, dissection d'un oligopole systémique est le titre de l'article. En Haïti, faire ses courses coûte cher, très cher. Une étude de la Banque mondiale révèle que les prix alimentaires y sont 35 à 77% plus élevés qu'ailleurs dans la région caribéenne. Derrière ces chiffres se cache une réalité troublante. L'économie haïtienne est verrouillée par une poignée de groupes familiaux qui se partagent les marchés les plus lucratifs. L'analyse menée par Georgiana Pop pour la Banque mondiale en 2016 dresse un constat sans appel qui, à bien des égards, dépasse ce que l'on pourrait anticiper même dans une petite économie insulaire. En Haïti, 70% des importations proviennent de marchés concentrés, c'est-à-dire dominés par seulement quelques entreprises. Cette situation touche des produits essentiels, le riz, qui représente 15% de l'alimentation, l'huile, le pain, le lait, mais aussi le pétrole, le ciment et les véhicules. Pour mesurer cette concentration, les économistes de la Banque mondiale utilisent l'indice Herfindahl-Hirschman, HHI. Quand cet indice dépasse 2500, le marché est considéré comme hautement concentré. Imaginez
près de 40% des importations dépassent en Haïti ce seuil critique. À titre de comparaison, même des économies réputées concentrées comme celle de la Russie post-soviétique ou de certains pays du Golfe n'atteignent pas de tels niveaux de concentration sur autant de secteurs simultanément, donc en même temps. Les données révèlent des situations quasi monopolistiques, saisissantes. Dans le secteur des équipements téléphoniques, un seul groupe contrôle 51% des importations en 2011 et 56% en 2012. Pour l'huile de palme, la concentration atteint 50% en 2011. Dans le marché du lait concentré, un groupe détient 59% des parts en 2011 et 68% en 2012. Ces chiffres ne relèvent pas de l'accident conjoncturel, mais révèlent une architecture économique délibérément organisée, dit la Banque mondiale. Cette concentration a un coût direct pour les consommateurs et ce coût est vertigineux. En comparant les prix haïtiens avec ceux de 18 pays similaires, Guatemala, Honduras, République dominicaine, Jamaïque, entre autres, l'étude révèle des écarts qui défient parfois l'entendement économique. Même en tenant compte des différences de revenus, des coûts de transport maritime et des droits de douane, les Haïtiens payent systématiquement plus cher pour se nourrir. Pour le riz seul, le surcoût atteint 35% par rapport à la moyenne régionale dans un pays où ce produit constitue l'aliment de base de millions de personnes. Qui sont ces acteurs dominants, dit ou questionne la Banque mondiale? L'étude révèle l'existence de puissants groupes familiaux qui opèrent selon une logique de diversification sectorielle, qui rappelle par certains aspects euh, les oligarques d'avant-guerre en Corée ou au Japon. Vous vous rappelez des Saibatsu japonais. Parmi les 100 plus gros contribuables du pays, 23 entreprises liées à ces familles évoluent dans la finance. 11 banques, 7 compagnies d'assurance, 4 institutions de microfinance. L'analyse révèle des configurations particulièrement frappantes. Un groupe en particulier contrôle 60% des opérations des marchés concentrés, avec des parts allant de 5% les concentrés à 51% équipements téléphoniques. Cette dominance multisectorielle suggère une stratégie délibérée de contrôle des points de passage obligés à l'économie haïtienne, de l'économie haïtienne. Mais ces entreprises ne se contentent pas de dominer. Elles bénéficient aussi de privilèges fiscaux substantiels. 5 groupes majeurs payent en moyenne 13% de droits de douane, en moins que leurs concurrents, avec des réductions pouvant atteindre 22%. Pour contextualiser, dans un marché d'importation où les marges sont souvent serrées, une réduction de droits de douane de 20% peut représenter la différence entre la rentabilité et la faillite pour un concurrent. Plus révélateur encore, ces entreprises privilégiées entretiennent des réseaux familiaux d'une densité remarquable. Elles affichent en moyenne 45 connexions familiales contre 23 pour les autres élites haïtiennes. Cette interconnexion documentée grâce aux bases de données Orbis, ET Building, Markets et du registre du ministère du Commerce suggère l'existence d'ententes tacites pour se répartir les marchés selon des logiques qui dépassent la simple concurrence économique. Ce modèle économique fonctionne grâce à des mécanismes subtils mais efficaces de capture réglementaire. L'un des plus troublants est ce que l'étude qualifie de rotation juridique. Quand une société perd ses avantages fiscaux d'industrie naissante, normalement temporaire, elle ferme et une nouvelle structure la remplace, souvent dirigée par les mêmes personnes ou leurs proches, perpétuant ainsi les privilèges ad infinitum.
Cette pratique illustre une sophistication dans la capture réglementaire qui va au-delà de la simple corruption. Il s'agit d'un détournement systémique des instruments politiques économiques, transformant des mesures conçues pour stimuler l'entrepreneuriat en rente permanente pour une élite établie. Les conséquences de cette architecture sont mesurables et dramatiques. Selon le Forum économique mondial, Haïti se classe 137e sur 148 pays pour l'intensité de la concurrence locale et 139e pour l'efficacité des politiques de concurrence. Cette faible performance concurrentielle n'est pas anecdotique. Elle décourage l'investissement, étouffe l'innovation et, plus gravement encore, opère un transfert de richesse systémique des plus pauvres vers une élite déjà privilégiée. Pour mesurer l'impact social de cette concentration, considérons cette réalité. Dans un pays où la moitié de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, chaque point de pourcentage d'augmentation du prix des aliments de base représente une ponction directe sur le pouvoir d'achat des plus vulnérables. Les 35 à 77% de surcroît identifiés par l'étude POP ne sont pas de simples statistiques. Ils traduisent des millions de repas en moins, des enfants moins bien nourris, des familles contraintes à des arbitrages possibles entre alimentation, santé et éducation. Et voilà, je voulais partager avec vous ces deux articles qui ont retenu mon attention cette semaine. Je reviendrai là-dessus avec des invités pour des analyses de la situation. Je vous souhaite de passer une excellente journée malgré tout. On se retrouve la semaine prochaine sur votre chaîne Face à Face avec Jean-Emmanuel. Au revoir.